Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du lien entre l'inflammation et la dépression. Alors, pour toutes celles et ceux qui arrivent sur cette chaîne, je vais rapidement me présenter. Je suis Nadia Augusto, neurobiologiste et neurothérapeute, spécialiste du burn-out et de la dépression. Et j'associe en fait la biologie, les neurosciences et les médecines douces pour accompagner les personnes qui en souffrent à retrouver un mieux-être à travers, par exemple, la neuronutrition, les compléments alimentaires, l'utilisation de plantes ou de méthodes dérivées de la méditation ou à les aider à libérer leurs émotions, etc. Alors aujourd'hui, un sujet très important, le lien entre l'inflammation et la dépression. Il y a eu ces dernières années une explosion des recherches sur ce sujet puisqu'on s'est rendu compte que chez les personnes déprimées, eh bien en fait il y avait souvent une inflammation beaucoup trop élevée. Alors, tout d'abord, avant de démarrer, qu'est-ce que l'inflammation? D'aller dans les détails par rapport à ce qui se passe dans le cerveau, tout d'abord comprendre ce que c'est vraiment l'inflammation, c'est un terme qui est très souvent utilisé, mais j'ai remarqué que c'est souvent pas très clair pour les personnes ce que c'est. Et en fait, c'est normal parce que l'inflammation, c'est le terme générique pour parler d'un processus qui se passe au niveau du système immunitaire dans le corps. Alors, le système immunitaire, qu'est-ce que c'est déjà? Le système immunitaire, on peut le comparer à notre armée, en quelque sorte, notre armée, l'armée de notre corps, pour le défendre. Si, imaginons notre corps, c'était un pays, que les cellules sont les différents habitants de ce pays, et bien avec le corps, avec les différentes régions du pays, et il va falloir défendre ce pays contre les agresseurs, les envahisseurs, comme par exemple des bactéries ou des virus. Évidemment, certaines bactéries ou virus, maintenant on sait, on les aime bien, on les a intégrés dans notre corps, ils nous aident, mais il y en a d'autres au contraire qui peuvent être dangereux et provoquer certaines maladies. Et donc là, on va préférer les neutraliser, ces bactéries et ces virus, grâce à notre armée qui est notre système immunitaire. D'accord? Donc imaginons maintenant, justement, je viens de me couper par exemple un bout de peau que je viens de couper, donc il y a comme une coupure, une ouverture au niveau de ma frontière physique qui est ma peau. Et bien à cet endroit-là, comme il y a une ouverture, il y aura peut-être plein de bactéries ou de virus qui pourront entrer et venir m'envahir. Et donc à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que notre système immunitaire va activer l'inflammation. C'est toute une série de réactions au niveau des cellules et des molécules du système immunitaire qui vont pouvoir venir neutraliser justement le danger. Donc là, par exemple, une bactérie qui viendrait entrer dans notre corps. Donc par exemple, voilà, la bactérie arrive et il y a plein de cellules du système immunitaire qui vont venir neutraliser cette bactérie et aussi pour pouvoir communiquer, coordonner finalement cette attaque contre cet envahisseur, eh bien il va y avoir plein de molécules, de petites molécules, notamment des cytokines, qui vont être produites pour pouvoir coordonner finalement tous les différents acteurs de l'inflammation qui sont les cellules du système immunitaire. Les cellules du système immunitaire pouvant être comparées à des soldats finalement, des petits soldats, d'accord? Voilà. Et quand vous avez notamment une inflammation à la surface au niveau de votre peau, si vous vous coupez, vous avez déjà certainement eu ça, et bien souvent ça gonfle un petit peu et puis il y a des rougeurs. Ça en fait c'est toutes les cellules du système immunitaire qui arrivent pour neutraliser l'envahisseur qui est la bactérie par exemple. Et en fait, comme il y a tout d'un coup plein de cellules qui arrivent, ça va gonfler, ça peut un petit peu être sensible. Voilà, et puis ça devient plus rouge aussi. Souvent, il y a un afflux de sang justement pour apporter tout ce dont il faut, les munitions, etc. Les petits soldats, ils arrivent tous. Donc il y a aussi un afflux de sang et ça devient rouge, d'accord? Voilà, donc ça, c'est une réaction typique de l'inflammation. C'est notre armée, le système immunitaire, qui va se mobiliser pour neutraliser le danger, le microbe, le virus, etc. D'accord? Voilà, et donc c'est un terme
général parce que évidemment l'inflammation elle peut être à différents endroits du corps, mobiliser différents acteurs, comme il y a différentes cytokines, différentes molécules qui vont médier, en fait, qui vont être utilisées dans la communication pendant l'inflammation, ça ne va pas faire tout à fait les mêmes types d'inflammation au niveau moléculaire et cellulaire. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour l'inflammation. Ok. Maintenant, au niveau du cerveau, pour la dépression justement, puisque, alors, petite anecdote, pendant longtemps, hein, on pensait que il n'y avait pas de système immunitaire dans le cerveau, on voyait le cerveau de manière très isolée dans sa boîte crânienne, très protégée, où il y avait ce qu'on appelait la barrière hémato-encéphalique, c'est une petite membrane qui entoure en fait tout le cerveau, un petit peu de manière imagée, c'est comme la muraille de Chine, c'est-à-dire c'est une barrière, et puis elle filtre ce qui a le droit de rentrer, ce qui n'a pas le droit de rentrer. Donc on pensait pendant longtemps que comme il y a cette barrière qui filtre, bah, les envahisseurs, les agresseurs, les toxines ne pouvaient pas rentrer dans le cerveau. Or c'est totalement faux, on sait déjà que cette barrière, elle n'est pas invincible par moment, elle a des petites failles, elle se dessert, et donc il y a des choses qui peuvent passer entre les mailles en quelque sorte. Et puis on sait aussi de nos jours qu'il y a des cellules immunitaires, donc il y a aussi une armée dans notre cerveau, spécifique au cerveau, qui vont aussi produire des molécules comme les cytokines, qui vont activer ou désactiver l'inflammation, donc les réactions inflammatoires, d'accord? Donc maintenant, on sait que ça existe dans le cerveau et on s'est rendu compte notamment que chez les personnes qui ont une dépression, souvent les marqueurs de l'inflammation, c'est-à-dire ce qu'on peut mesurer dans le sang qui montre qu'il y a une inflammation élevée, souvent ces marqueurs sont élevés alors qu'elles n'ont pas a priori pas d'infection. Comme un virus, une bactérie, on ne sait pas trop, mais en tout cas, on voit que les marqueurs sont très élevés. Et le problème, c'est qu'ils sont très élevés chroniquement, c'est-à-dire que l'inflammation, c'est une réaction qui est très utile justement quand voilà, je me coupe et que je peux avoir une infection. C'est très bien qu'il y ait de l'inflammation pendant un certain temps. Par contre, ce qui va être plus compliqué, c'est quand l'inflammation ne s'éteint pas, qu'elle ne s'arrête pas. D'accord? Euh, Pourquoi? Parce que, ben, une fois de plus, si on prend la métaphore de la guerre, quand vous avez un endroit où il y a une armée qui est en guerre, bah, va y avoir des dommages collatéraux, d'accord? Il y a des habitations qui vont être détruites, il y aura peut-être des blessés, des morts parmi les habitants, les civils, etc. Et ben dans le corps, c'est pareil, quand il y a une inflammation locale, ça va faire parfois des petits dégâts. Sauf que quand l'envahisseur est neutralisé, l'inflammation normalement s'arrête et là le corps va pouvoir réparer les dégâts collatéraux et puis la vie continue quoi et tout va bien finalement. D'accord? Maintenant, quand l'inflammation est chronique, qu'elle devient chronique, pour X raisons, il peut y avoir plein de raisons à ça. Il y a d'ailleurs de plus en plus de maladies où on se rend compte que derrière il y a de l'inflammation chronique, pas que au niveau du cerveau d'ailleurs. Euh, et ben en fait, les dégâts collatéraux continuent puisque la guerre continue même en absence d'envahisseur. Quand l'envahisseur, la bactérie, le virus se retire, ils ne sont plus là. Parfois, ben, l'inflammation continue. Et en fait, bah, il y a toujours ces dégâts collatéraux et le corps ne pourra pas se réparer parce que le corps attend que l'inflammation s'arrête. Mais si l'inflammation ne s'arrête pas, il n'y a pas de réparation et ça va venir de plus en plus perturber bah, le fonctionnement des organes où il y a l'inflammation. Donc revenons à notre cerveau. Quand il y a de l'inflammation dans le cerveau, on parle là de neuroinflammation. Donc vous pouvez trouver ce terme notamment sur internet ou dans les articles scientifiques, on parle beaucoup de neuroinflammation pour bien dire que c'est localisé dans le cerveau. Et qu'est-ce qui va se passer? On s'est rendu compte, hein, je vous mettrai quelques références d'articles scientifiques avec cette vidéo, que en fait la production élevée de cytokines pour activer l'inflammation dans le cerveau va venir en fait perturber la production de certains neurotransmetteurs. Pas que la production d'ailleurs, mais tout ce qui se passe autour des neurotransmetteurs. Donc un neurotransmetteur, c'est quoi?
c'est une molécule qui va permettre la transmission d'un message. C'est un messager chimique en fait entre deux neurones. Donc si j'ai mes deux neurones mais que la transmission avec le neurotransmetteur se fait plus ou en tout cas se fait moins bien, eh ben, je vais avoir une perturbation de la communication entre mes neurones et finalement une perturbation du fonctionnement de mon cerveau. Donc ça, pareil, quand j'ai une inflammation qui est juste ponctuelle parce qu'elle est nécessaire, il y a un problème au niveau du cerveau, voilà, une bactérie, un virus qui a quand même réussi à atteindre le cerveau, des toxines aussi également qui sont dans le cerveau, bah, c'est bien de les neutraliser, évidemment. Donc quand c'est ponctuel, c'est bien parce que l'inflammation arrive, il y a peut-être une légère perturbation au niveau du fonctionnement du cerveau, mais après l'inflammation s'arrête et puis bah, le cerveau peut de nouveau fonctionner correctement, tout simplement. Sauf que dans la dépression et aussi dans d'autres troubles psychiatriques, on s'est rendu compte que l'inflammation a aussi un impact, enfin peut aussi avoir un rôle dans les troubles bipolaires ou la schizophrénie par exemple. Et ben on se rend compte que l'inflammation elle est chronique, donc le fonctionnement du cerveau est tout le temps perturbé et ça ne peut pas se remettre à l'état normal de fonctionnement finalement. D'accord. D'ailleurs aussi, c'est important euh, à savoir, c'est que on se rend compte qu'il y a différents types de dépression dans le sens où il y a des dépressions dites neuro-inflammatoires. On se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup d'inflammation et que ce serait a priori ça qui provoquerait la dépression, même si ça c'est encore en cours de recherche, il y a des pistes qui vont dans cette direction-là. Et au contraire, il y a des dépressions en fait qui ne sont pas provoquées par des inflammations et où il y aurait pas ou très peu d'inflammation en fait. Donc on voit déjà aussi se dessiner avec l'inflammation différents profils de dépression et donc là aussi derrière il y aurait des traitements différents, des pistes différentes pour aller guérir ces dépressions-là. Voilà. Mais c'est toujours important, on se rend compte qu'il y a quand même une grande partie des personnes en dépression qui ont de l'inflammation, donc c'est toujours important d'aller vérifier est-ce qu'il y a de l'inflammation chronique ou pas quand on est en dépression. D'accord? Voilà. Et donc cette inflammation, au-delà du fait qu'elle vient perturber les neurotransmetteurs, d'ailleurs je veux aussi vous préciser quels neurotransmetteurs, on a pu montrer que ça va justement perturber la transmission de la sérotonine. Bon ça c'est très connu dans la dépression, mais la sérotonine c'est le neurotransmetteur alors qu'on qualifie neurotransmetteur du bien-être dans le sens où il va nous donner cette sensation de satisfaction, de bien-être, on est satisfait de sa journée ou de sa vie de manière générale, où on se sent que voilà, on n'a pas besoin, il n'y a rien qui nous manque, où on n'a pas besoin de chercher plus, ou que tout va bien finalement, il y a cette sensation de bien-être qui est là. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'il y a une diminution de la dopamine, une perturbation en tout cas de la production de la dopamine. Dopamine très connue pour la motivation. Alors certes c'est le neurotransmetteur, notamment le matin vers 10h qui va être produit normalement en abondance. On est censé avoir un pic de dopamine pour nous donner la motivation de démarrer notre journée, d'avoir envie de faire des choses. Donc évidemment quand sa production est perturbée, on aura moins envie de faire des choses, voilà, on aura moins de motivation et ça va plutôt conduire à plus de procrastination. Mais la dopamine, elle est aussi importante, notamment pour la concentration et la mémorisation. Donc ça va aussi perturber nos capacités de concentration et de mémorisation. D'accord ? Et puis d'ailleurs, l'inflammation de manière générale dans le cerveau, une inflammation chronique qui perturbe tout le temps les fonctions cérébrales, au bout d'un moment on peut développer aussi un certain brouillard mental, brain fog en anglais, où c'est vraiment cette sensation où on n'a pas du tout les idées claires, quand on doit réfléchir à des solutions ou prendre des décisions, il y a tout ce qui se mélange dans notre tête, on n'arrive pas à avoir une pensée claire en fait, on a du mal à se concentrer, à retenir des informations, la mémoire de travail peut aussi être perturbée. Ça, c'est vraiment le brouillard mental. Et ensuite, une dernière chose, l'inflammation, elle va aussi, on a vu qu'elle a
qu'elle diminue la neurogénèse au niveau de l'hippocampe. Alors c'est quoi ça? La neurogénèse, c'est en fait la production de nouveaux neurones qui vont être utilisés par notre cerveau. Donc là aussi, ça diminue en fait cette neurogénèse, mais aussi au niveau de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une structure qui est très importante pour la mémorisation de nouvelles informations. Donc une fois de plus, l'inflammation va venir perturber notre mémoire, d'accord? Voilà. Donc, vous voyez, l'inflammation, ça a beaucoup d'impact sur le cerveau et on peut commencer à comprendre du coup aussi certains symptômes qu'on observe dans la dépression. Voilà, cette apathie, le fait d'avoir moins de motivation, le brouillard mental, moins de concentration, des perturbations de la mémoire, etc. Dernière chose aussi, ce que je trouve très intéressant, alors là c'est l'inflammation de manière générale, pas forcément dans le cerveau mais aussi dans le corps. On s'est rendu compte que quand un individu a de l'inflammation dans le corps, peu importe où, ça va modifier ses comportements, notamment ses comportements sociaux. Et notamment là, il va y avoir l'envie de s'isoler socialement, ça va promouvoir l'isolement social. Alors, on l'explique notamment du fait que ça peut être en fait une sélection naturelle en fait pour la survie qu'il y a eu par le passé. Imaginez un groupe d'individus à la préhistoire, s'il y en a un qui se fait infecter par un virus, il va avoir de l'inflammation, et bien le fait de s'isoler du groupe, s'isoler socialement, ça va diminuer le risque de transmettre le virus et d'infecter en fait les autres personnes du groupe. Donc ça a permis de faire survivre l'espèce. Voilà, donc il y a une fonction finalement de survie derrière qui a été très utile. Donc dès que j'ai de l'inflammation, automatiquement, je vais avoir envie de m'isoler socialement, de ne pas être trop au contact de nombreuses personnes. Au contraire, c'est vrai qu'on a plus tendance à avoir envie d'être au contact des personnes proches, on va se sentir rassuré et bien. Mais en tout cas, aller au contact de nouvelles personnes, faire des sorties ou être en contact de personnes dont on n'est pas très proche, on aura moins envie en fait. On aura envie de s'isoler socialement. Donc l'inflammation, elle va aussi avoir ça. Et ça, on le voit aussi dans la dépression, que les personnes, souvent, elles ont moins envie de sortir, elles ont moins envie de voir du monde, elles ont plus de difficultés à rencontrer des gens, à voilà, s'ouvrir aux autres de manière générale, mais parce qu'il y a cette inflammation en fait. Alors évidemment, dans la dépression, là, s'il n'y a pas vraiment d'infection virale ou bactérienne, le fait de s'isoler socialement va être plus un problème, voilà, ne va pas aider à à avoir des contacts sociaux qui peuvent aussi aider psychologiquement à se sentir mieux, entouré, bien, faire quelque chose de sa vie, etc. Il va plutôt en fait aggraver les symptômes de dépression par cet isolement social. Mais une fois de plus, c'est parce que l'inflammation, là, au lieu d'être ponctuelle, elle est chronique. Donc c'est à la base l'inflammation qui est dérégulée. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour la neuroinflammation dans le cerveau, tout ce qui se passe dans notre cerveau et quelles sont les conséquences lors de la dépression. Mais une fois de plus, c'est pas toutes les dépressions où il y a de la neuroinflammation, que certains types. Donc on commence à catégoriser les dépressions en fonction aussi de est-ce qu'il y a une neuroinflammation ou pas. Et puis évidemment, on va pouvoir agir sur cette neuroinflammation et l'inflammation de manière générale dans le corps grâce à certaines solutions. Alors évidemment, les recherches regardent de plus en plus des traitements anti-inflammatoires. Est-ce que ça peut agir sur la dépression, mais aussi il y a aussi des recherches qui s'intéressent à pourquoi certaines personnes répondent aux traitements antidépresseurs et d'autres pas. Est-ce que justement c'est en lien avec l'inflammation ou pas? Mais aussi justement au niveau des médecines douces, on peut avoir déjà plein de ressources au niveau de l'alimentation et de la micronutrition, donc c'est-à-dire les compléments alimentaires, certaines plantes aussi éventuellement. Et la base, et là ça vient aussi, on se rend compte que la neuroinflammation, souvent il y a aussi un lien avec les intestins, ce fameux lien intestin-cerveau qui est un axe très important. Il y a beaucoup de communication entre le cerveau sous la boîte crânienne et le cerveau dans le ventre. Et en fait, il y a des médiateurs de l'inflammation qui viennent des intestins et qui vont
aller au cerveau. Les médiateurs, quand je parle de médiateurs, c'est toujours ces molécules, ces fameuses molécules qui vont soit augmenter, soit diminuer l'inflammation, qui sont produites parfois dans les intestins et qui vont aller du coup impacter le cerveau et impacter l'inflammation du cerveau. Et donc pour cela, tout simplement quelque chose qu'on fait tous les jours, c'est manger. C'est à travers l'alimentation, on va pouvoir en fait aider notre inflammation à se diminuer, d'accord, à vraiment diminuer. Et il y a plein d'études qui montrent qu'il y a des types d'alimentation qui sont plus pro-inflammatoires, qui vont donc augmenter l'inflammation. Et puis il y a des types d'alimentation qui vont plutôt être anti-inflammatoires, diminuer l'alimentation. Alors tout ce qui est pro-inflammatoire, qui augmente l'inflammation, ça va être justement tout ce qui est les sucres rapides, beaucoup les sucres, les bonbons, les chocolats, les confiseries, les biscuits, etc. Attention aussi aux fruits qui sont de plus en plus sucrés, il ne faut pas non plus arrêter les sucres pour se jeter sur énormément de fruits tous les jours. Évidemment, des fruits, c'est important d'en manger, mais pas, on voit de plus en plus des personnes qui mangent d'énormes quantités de fruits, donc attention à ça. Ça reste aussi du sucre quand même. Voilà, tout ce qui est aussi les mauvaises graisses, les graisses saturées, ça va avoir tendance à augmenter ce qu'on appelle les LPS, qui sont des protéines en fait produites par certaines bactéries à partir des acides gras saturés, des graisses saturées. Il faut aussi faire attention à tout ce qui est alimentation transformée, industrialisée, à tout ce que les industriels ajoutent, les conservateurs, etc. Toutes ces molécules en fait qui n'ont rien à faire dans notre corps, du coup elles vont être reconnues euh, comme aussi des étrangers à notre corps, donc des envahisseurs, et donc ça va activer notre système immunitaire qui va essayer de neutraliser ça parce que ça n'a rien à faire dans notre corps. Donc tout ce qui est alimentation transformée, produits transformés aussi à proscrire pour diminuer l'inflammation. Et puis en contrepartie, on peut penser évidemment pour aider à diminuer l'inflammation à consommer suffisamment de fibres, de fruits, de légumes, surtout des légumes. Des fibres, si on les digère pas bien, on peut quand même un petit peu les cuire à la vapeur douce, notamment pour qu'elles soient un petit peu plus digestes, par exemple. Euh, voilà. Et puis aussi au niveau des compléments alimentaires, on pensera notamment aux oméga 3 qu'on peut trouver aussi dans l'alimentation, notamment les petits poissons gras, les sardines, les harengs, les maquereaux. C'est rempli de vitamine D et d'oméga 3, ce qui est très bon pour diminuer l'inflammation au niveau du cerveau. La vitamine D aussi, pensez à vous exposer un petit peu aussi au soleil, notamment en été, ou à vous supplémenter en hiver. Parce que la vitamine D va moduler le système immunitaire, justement, va aider à diminuer l'inflammation quand l'inflammation devient chronique en fait et qu'elle est beaucoup trop forte. La vitamine D aura tendance à moduler en fait, à calmer cette inflammation, par exemple. Voilà. Et puis évidemment, attention à on va dire, le type d'alimentation. On mange beaucoup trop de carbohydrates, c'est-à-dire toutes les féculents, pain, pâtes, riz, etc. On peut en manger, mais pas trop. Souvent aussi, on observe dans la dépression, les personnes ne consomment pas suffisamment de protéines, poissons, viande, légumineuses, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'aussi, il va y avoir une perturbation, là encore, de la production des neurotransmetteurs, puisque les neurotransmetteurs sont produits à partir des protéines. Puis les protéines sont nécessaires pour produire vraiment énormément de choses, pas que les neurotransmetteurs. On en a besoin partout dans le corps, c'est essentiel. Il y a beaucoup de personnes qui ne consomment pas suffisamment de protéines. Voilà. Voilà, donc l'inflammation, il y aurait plein d'autres choses à dire en fait au niveau des solutions, mais là aussi c'est peut-être à voir aussi au cas par cas de où on démarre au niveau de l'alimentation, aussi quel traitement il y a déjà par rapport aux compléments alimentaires qu'on peut prendre, etc. Mais en tout cas déjà essayer d'avoir une alimentation qui soit la plus anti-inflammatoire possible,
beaucoup de poissons, des fibres, des oméga 3, du bon gras, un peu de fruits, suffisamment de protéines, pas trop de féculents. Proscrire si possible pendant un certain temps les sucres rapides aussi. Voilà, bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous pouvez me laisser un commentaire ou aussi me soutenir si vous avez aimé cette vidéo en mettant un like, un petit pouce sous cette vidéo ou en vous abonnant à ma chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.